Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison des événements organisés par la Chambre de commerce britannique afin de débattre avec les personnalités publiques et privées des grands sujets du moment. Avant de présenter la thématique de ce premier webinaire et nos invités, permettez-moi au nom de la Chambre de commerce britannique pour le Maroc de me joindre à la douleur du peuple britannique pour la perte de sa reine. Sa Majesté la Reine Elisabeth II, une reine au parcours exceptionnel qui aura été témoin et actrice de 70 ans d'histoire et qui nous avait fait l'honneur ici au Royaume du Maroc d'une visite officielle avec Feu Hassan II en octobre 1980. Une nouvelle page donc d'histoire s'ouvre désormais au Royaume-Uni. En cette rentrée, il nous paraissait essentiel d'aborder le sujet de l'inclusion économique et financière. C'est un défi majeur, encore davantage avec la crise du Covid, qui a accru les inégalités sociales, territoriales et économiques. Près d'un jeune sur deux est aujourd'hui au chômage dans nos grandes villes. Le taux de chômage de nos jeunes a augmenté de près de 7 points depuis 2019. Il est donc urgent de revoir la performance de nos programmes publics et ça tombe bien puisque dans ce webinaire, nous accueillons un ministre qui plaide pour davantage d'évaluation des politiques publiques et qui propose des solutions innovantes. Dr Younes Skouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, devait être avec nous ce soir, mais malheureusement, un imprévu de dernière minute l'en empêche. C'est donc M. Nourdine Ben Khalil, secrétaire général du ministre, qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'être parmi nous. Merci d'être parmi nous ce soir, Monsieur Ben Khalil. Il est à rappeler que votre ministère de l'Inclusion a été créé il y a moins d'un an. Nous verrons avec vous pourquoi l'inclusion économique est une priorité, quels sont les moyens afin que cette inclusion devienne un levier de croissance et comment renforcer le rôle de l'inclusion économique face aux crises. Le ministère a lancé il y a quelques jours la rentrée de la formation professionnelle et c'est un outil fondamental avec lequel le ministre s'appuie pour répondre à la crise du chômage de nos jeunes. Ce n'est pas le seul, l'entrepreneuriat est aussi un outil clé. Nous en parlerons avec Yousf Gheraoui Filali, président du Centre marocain de la gouvernance du management. Merci, Monsieur Yousf Gheraoui Filali, de participer à ce webinaire. Nous verrons notamment avec vous comment renforcer l'écosystème entrepreneurial pour qu'il devienne plus inclusif. Enfin, merci également à Madame Esma Hajjani, notre amie, directrice générale de la Société Générale Maroc, pour votre participation. La finance est un outil indispensable pour réduire les inégalités et contribuer à une croissance durable des territoires. Nous verrons avec vous, lors de ce webinaire, comment est aperçu le développement de l'inclusion financière au Maroc, quels sont les principaux obstacles et quelles sont les initiatives de l'inclusion financière pour contribuer de façon efficace à la relance économique et la protection sociale. Donc, chers membres, ce webinaire est le vôtre. N'hésitez surtout pas et dès à présent à poser vos questions. Avant de donner la parole à notre modérateur, notre ami Landry Benoît, je tiens à remercier nos partenaires OCP Group, nommément OCP Group, Spirit Aerosystem, Bank of Africa, Cosumar, Aqua Group, British International Group, H&M Investments, CIH, Société Générale, Koutoubia, ANP, Sotema, TAPA et RMA. Merci à tous et très bon webinaire.
Bonsoir à tous. Merci Ilham Benis, directrice générale de la Chambre britannique pour le commerce du Maroc, d'avoir ouvert ce nouveau webinaire et cette nouvelle saison 2022-2023 pour la Chambre britannique. Webinaire passionnant que nous allons avoir le plaisir, encore une fois, d'assister aujourd'hui autour de l'inclusion économique et financière entre disparités et leviers de croissance avec des intervenants de marque. Alors malheureusement, vous l'avez entendu, Monsieur le ministre Younes Sekouri n'a pas pu être présent avec nous pour une urgence de dernière minute, mais tout de même, vous allez pouvoir l'entendre car il a eu la gentillesse de nous délivrer un mot, une analyse particulière sur son bilan et sur les perspectives à tracer pour les prochains mois, les prochaines années en matière d'inclusion économique. Nous allons l'entendre dans quelques instants. Juste avant, je tiens à saluer nos différents intervenants que Mme Ilham Benis nous a présentés. Monsieur Nourdine Benralil, bonsoir. Alors, on a la caméra et le micro qui sont désactivés, mais en tout cas, on aura le plaisir de discuter avec vous dans quelques instants. Je rappelle que donc, vous êtes le secrétaire général du ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Youssef Garaoui Filali qui est également avec nous ce soir, président du Centre marocain de la gouvernance et du management, et Asma Ajami, Madame Asma Ajami, directeur général de Société Générale Maroc. On parlera donc ce soir d'inclusion économique, levier de croissance ou non, et que faire, comment accélérer cette accélération de l'inclusion économique dans les prochains mois avec des acteurs publics et du privé. Quelle est l'importance de l'entrepreneuriat et de la finance justement en tant que moteur de l'inclusion économique? On voit tout cela donc aujourd'hui dans ce webinaire, mais d'abord la parole à Monsieur le ministre Younes Sekouri. Monsieur Stephen Orr, président de la Chambre de commerce britannique pour le Maroc, mesdames et messieurs, je vous demande de me permettre d'abord de vous exprimer mes vifs remerciements pour cette invitation, pour participer à ce webinaire organisé sous le thème de l'inclusion économique et financière entre disparités et leviers de croissance. Mais avant tout, je voudrais saisir cette occasion pour présenter à travers vous mes sincères condoléances au peuple britannique et à la famille royale à l'occasion du décès de la reine Elisabeth II, une personnalité hors pair qui a marqué les esprits et les cœurs pendant de longues décennies. Une personnalité qui est chère au peuple marocain et une personnalité qui a su, de par son dévouement à l'action et au service de son peuple, elle a su donner l'exemple à travers le monde. J'aurai le plaisir dans ce cas de cette intervention naturellement de pouvoir faire le tour d'horizon sur les questions de l'inclusion économique et de l'inclusion financière. Mais je sais que vous avez d'éminents experts qui vont pouvoir participer, donner des points de vue, peut-être arriver à des recommandations que je serai d'ailleurs très heureux de lire avec les équipes du ministère et de ses démembrements. Vous savez très bien que depuis la nomination de ce nouveau gouvernement, nous avons un ministère qui se charge d'un certain nombre de sujets dont l'inclusion économique, mais également la petite entreprise, l'emploi et les compétences. Ce sont des sujets complexes, car en définitive, pour pouvoir actionner la petite entreprise ou l'inclusion économique en dehors d'un cadre juridique rénové ou en dehors de politiques en matière de compétences ciblées, les choses deviennent très difficiles. Certes, le gouvernement a des priorités. Et parmi les priorités, nous avons dû naturellement travailler sur des populations qui ont été particulièrement lésées et très touchées d'ailleurs par la Covid-19. Nous avons lancé un programme qui s'appelle Aouraj dans ce sens, qui aujourd'hui connaît une réussite discrète et calme, mais elle est là, avec plus de 60 000 personnes que nous avons, qui ont été employés dans le cadre des chantiers provisoires. Nous avons également fait énormément de choses sur des sujets importants comme le dialogue social qui est très important, qui est un tournant majeur dans l'histoire de ce pays parce que depuis des décennies, nous n'avons pas eu d'accord. Nous avons également travaillé sur la question des compétences et la question des petites entreprises et de l'inclusion économique. Ce que je voudrais dire aux participants, c'est que quand on réfléchit à l'inclusion économique et l'inclusion financière, sur l'inclusion financière, le sujet est plus simple.
Il est plus simple parce qu'il y a une stratégie nationale de l'inclusion financière, il y a des réalisations. Bon, les équipes ont préparé un certain nombre de chiffres avec le paiement mobile, avec les principaux piliers, que ce soit le paiement mobile, la microfinance, l'assurance inclusive ou les offres bancaires. Naturellement, l'objectif étant de pouvoir créer un mouvement d'ensemble pour pouvoir intéresser des populations qui sont exclues financièrement à des moyens de paiement, à des moyens aussi pour pouvoir mobiliser des capitaux, même s'ils sont petits, pour pouvoir financer des projets. Mais l'idée, c'est cette inclusion financière ne trouve pas de prolongement, non forcément tout le temps dans l'économie du pays. Nous avons des projets phares comme l'INDH qui ont su poser les jalons de projets innovants qui permettent d'inclure les gens économiquement et par la suite, une fois il y a une activité, il y a une demande, il y a une commande, il y a des flux, il va falloir forcément aller vers les moyens de financement ou aller vers les outils de financement et là nous sommes dans le volet inclusion financière. Donc l'inclusion économique est problématique. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui touche forcément une population qui n'a pas toujours les moyens intellectuels, les moyens matériels aussi pour accéder à un premier emploi, pour pouvoir commencer à réfléchir convenablement, construire une vie. Ce sont des personnes qui ne sont pas recrutées par les entreprises. Ce sont des personnes qui peuvent travailler provisoirement, temporairement, dans des associations ou des coopératives. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des vies difficiles et décousues en matière d'emploi, sur le plan professionnel. Et donc l'idée, c'est de pouvoir imaginer des acteurs qui vont faire de l'intermédiation avec ces couches de population, mais également avec une commande, qu'elle soit publique ou privée, car en définitive, créer des emplois revient à dire faire matcher une demande avec une offre. La difficulté, c'est que il y a un secteur informel qui est important dans notre pays. Il y a des estimations, je ne m'avancerai pas sur des chiffres qui ne sont pas encore, enfin, qui ne sont pas officiels, mais de toute façon, on sait le poids de l'informel dans notre pays. Et donc, cette précarité de l'emploi, conjuguée à des problématiques d'exclusion pour des raisons diverses, font que nous sommes face à une population de NEET notamment qui est importante. Donc nous sommes confrontés à des choix en matière de formation et en matière d'emploi. Pour ce qui est de la formation, forcément, l'une des voies les plus salutaires, c'est la formation professionnelle. Pour pouvoir soit récupérer les personnes qui n'arrivent pas à poursuivre leurs études, mais aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de possibilités. L'équivalent de l'école de la deuxième chance n'est pas si performante que cela. Elle n'est pas capacitaire non plus, c'est-à-dire nous n'avons pas la capacité d'inclure des flux importants. Ceux qui font ce qu'on appelle la formation par apprentissage, par exemple sur la population de la formation professionnelle, sur les 600 000 personnes, 662 000 plus précisément, seuls 15 000 sont dans ce qu'on appelle la formation par apprentissage, c'est-à-dire 20% dans la théorie et 80% dans la pratique. J'ai visité des usines, j'ai visité des coopératives dernièrement, et j'ai pu voir que quand les projets sont bien faits, ils réussissent très bien. Ces jeunes qui n'ont pas pu dépasser le niveau du primaire ou du secondaire arrivent à décrocher des jobs. Certes, ce sont des jobs qui sont au SMIC, mais ce sont des jobs qui permettent d'avoir une certaine dignité de vie, et notamment la déclaration à la Caisse nationale de la sécurité sociale et donc l'accès aux soins dans le cadre de la généralisation que vous connaissez de la sécurité sociale. Donc, il nous est demandé en tant que gouvernement de nous pencher de façon précise sur cette population qui souffre de la déperdition scolaire pour pouvoir leur permettre d'accéder à des formations de qualité, à une vraie école de la deuxième chance. Cela suppose un accès, on va dire des passerelles, pour pouvoir arriver sur une offre de formation qui permet à ces gens-là d'être canalisés. Bon, la question qui se pose, c'est effectivement comment traduire tout cela en offres concrètes à la disposition des citoyennes et des citoyens, accessibles sur le plan matériel, mais également sur le plan géographique. Nous sommes au cœur de cette réforme-là. Nous avons passé
les derniers mois à réfléchir sur une refonte complète du système de l'apprentissage et du système de l'alternance. Et naturellement avec des acteurs du privé, du public, mais également du monde associatif qui ne démérite pas. Nous avons également cette réflexion majeure qui voudrait que l'autre choix pour l'inclusion économique soit renforcé, à savoir celui de l'entrepreneuriat. Car beaucoup de ceux qui travaillent dans l'informel peuvent s'ériger en auto-entrepreneurs ou en petites structures économiques. Ce sont ces petites structures-là qui permettent d'employer des gens autour d'objectifs précis, avec des revenus, mais il faut le faire dans la légalité et surtout dans la dignité. Et donc, l'équation pour nous, c'est de pouvoir monter une offre qui permet au statut de l'auto-entrepreneur d'être plus attractif. Si le nombre d'auto-entrepreneurs que nous comptons avoisine les 330 ou 340 000, seuls 50 à 80 000, selon les estimations et selon les angles d'analyse, sont effectivement actifs. Ils l'ont été tout dernièrement avec ce gouvernement, grâce notamment à la généralisation de la protection sociale et à l'accès de ce qu'on appelle les TNS, les travailleurs non salariés, aux services et aux prestations sociales. Donc il nous appartient, en tant que ligne directrice, côté de celle de la formation professionnelle, d'activer ou d'aller sur le renforcement de l'offre en matière de possibilités entrepreneuriales, mais pour cette catégorie en particulier. J'ai demandé en tant que ministre de l'Emploi, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences à l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences, à l'APEC, de monter une offre sur mesure en matière d'entrepreneuriat pour les lauréats du système de la formation professionnelle. Quand je dis formation professionnelle, ce n'est pas forcément les techniciens spécialisés, mais également les techniciens et ceux qui sont dans le niveau de la qualification et qui correspondent aux personnes qui pourraient être exposées à la déperdition ou qui auraient pu être exposées à la déperdition scolaire. Donc tout cela pour vous dire que nous avons une volonté ferme au niveau du gouvernement, nous sommes en train de connecter les différents points pour pouvoir disposer d'une approche à la fois conceptuelle. Elle a besoin d'un pilier juridique et réglementaire qui va passer par ce qu'on appelle un Small Business of Jobs, Small Business Act, l'équivalent d'un Small Business Act, mais for jobs. Et qui aura besoin d'un deuxième pilier qui est effectivement celui qui va aborder les questions de croissance et de cheminement de la personne d'un statut d'auto-entrepreneur jusqu'à ce qu'il puisse créer une entreprise de taille, on va dire, un peu plus respectable. C'est des accompagnements en matière de fiscalité, c'est des questions importantes en matière de coûts, en matière de transmission, en matière de changement de statut, entreprise physique, entreprise sociétaire. Nous avons vraiment, je peux vous lister une centaine de sujets techniques, mais qui, quand ils sont mis ensemble, ils donnent du sens à une politique générale que j'aurai le plaisir, Inch'Allah, d'annoncer dans les mois qui viennent. Entre-temps, le travail se fait aujourd'hui pour pouvoir avoir un dimensionnement précis et déterminer, notamment, quelles sont les approches territorialisées que l'on doit privilégier pour pouvoir aborder la question de l'inclusion économique. Je vous donne un exemple. L'aswaq qu'on peut avoir, ce sont des marchés dans lesquels il y a des vendeurs, dans lesquels il y a des commerçants et qui ont besoin effectivement de mise à niveau, d'une distribution géographique, d'un accès aux services et pourquoi pas d'une digitalisation et de livraison à distance pour des, je dirais, des espaces géographiques de clients. Donc, nous avons des exemples réussis dans le cadre d'un certain nombre d'initiatives nationales, mais l'idée c'est de pouvoir industrialiser tout cela en relation avec les territoires et en adaptation avec la nature de la population concernée. Car en définitive, inclure économiquement notre population veut dire d'abord s'attaquer aux problèmes qui touchent cette population, donc la comprendre et ne pas se tromper d'objectifs. Ce sont des politiques de nouvelle génération que nous sommes en train de
monter et j'espère que nous aurons le plaisir de lire déjà vos recommandations et forcément dans un événement très prochainement rassembler l'ensemble des acteurs autour d'une vraie réflexion mais qui va être accompagnée de propositions concrètes de la part du gouvernement pour aborder la grande question de l'inclusion économique, de l'inclusion financière et la question encore plus grande qui est sous-jacente, qui est celle du secteur informel. Je vous remercie encore une fois pour votre invitation. Je suis sûr que votre événement sera de grande qualité et je serai heureux de participer personnellement dans un avenir très prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Younes Sekouri, ministre de l'Inclusion économique, qui nous a fait le plaisir donc de partager ces quelques éléments et cette voie qui est tracée en matière d'inclusion économique et financière pour le Maroc. J'ai noté quelques 60 000 emplois déjà créés à travers le programme Aouraj, qui est un programme donc de la deuxième chance pour principalement ces personnes qui ont été victimes de la pandémie de Covid-19 et qui ont perdu leur emploi, mais également la volonté de créer un Small Business for Jobs. On en parlera lors de ce webinaire. D'abord, j'accueille sans plus tarder le secrétaire général du ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Monsieur Nourdine Benralil. Bonsoir. Alors, la caméra et le micro vont sans doute s'activer d'un instant à l'autre. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Nourdine Benralil? Alors, on ne vous entend pas, vous, par contre. Est-ce que vous m'entendez, moi? Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton, en principe, du micro orange qui va se transformer en vert. En tout cas, j'en profite pour saluer M. Youssef Garoui Fedali qui est avec nous. Bonsoir. Alors, on va parler avec vous entrepreneuriat dans quelques instants. Vous êtes, je rappelle, le président du Centre marocain de la gouvernance et du management. On verra que l'entrepreneuriat, et c'est vrai que M. Younes Sekouri en faisait allusion parce que c'est une pierre angulaire de l'inclusion économique. Et puis, on aura Mme Asma Hachami qui sera avec nous pour parler d'inclusion financière en troisième partie, sans oublier vos questions dès maintenant hein, pour pouvoir interpeller nos intervenants. Monsieur Nourdine Benralil, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on vous entend? On fait un petit test. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? C'est bon. Très bien. On vous entend effectivement. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a écouté donc le ministre de l'Inclusion économique. Beaucoup de choses ont été dites. Je vous ferai réagir peut-être tout à l'heure. D'abord, juste pour poser le décor, en quoi l'inclusion économique est si importante que ça dans une période post-Covid? C'est la première question que je vais vous poser ce soir. L'inclusion économique est importante, je dirais, pour deux égards majeurs. Premièrement, c'est la paix sociale, c'est la cohésion au niveau de la société, c'est la dignité et la réduction des écarts et du fossé entre les différentes souches sociales. C'est, je dirais, la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale. Et puis, il y a une deuxième raison qui est économique. C'est que ça permet d'élargir l'assiette des contributeurs à la création de richesses. Il faudrait savoir qu'aujourd'hui, au Maroc, on a un taux d'emploi de 40%. Pour faire simple, ce qui est gagné par 3 personnes est partagé entre 10. Et pour la croissance et la création de la richesse, ça ne peut pas marcher. Il va falloir faire contribuer un maximum de Marocaines et de Marocains à la création de richesses pour qu'on puisse espérer arriver au niveau du PIB par habitant qui est fixé par le nouveau modèle de développement qui aspire à doubler le PIB par habitant à l'horizon 2035. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la productivité apparente, elle est de l'ordre de $10 000. Ça veut dire que chaque personne qui travaille produit quelque chose comme $10 000 par an. Maintenant, quand c'est réparti sur l'ensemble des citoyennes et des citoyens, ça devient de $3 000. Donc là, il va falloir mettre à contribution un maximum, je dirais, de Marocaines et de Marocains, sans oublier
tous les aspects, je dirais, d'ordre social et sociétal. C'est la paix sociale, c'est la cohésion, c'est le bien-être de tout le monde et c'est quand même la possibilité de vivre ensemble. Après le Covid, certes, il y a beaucoup de personnes et de populations qui ont été impactées. Je crois que les chiffres au niveau de la CNSS sont assez rassurants parce qu'on est revenu pour ce qui est, je dirais, emploi formel à la même situation d'avant Covid en matière de déclaration. Et je dirais même qu'on a dépassé le nombre de personnes qui étaient déclarées en 2019 dernièrement. L'économie se porte de plus en plus mieux. Je peux vous citer un seul chiffre qui est quand même assez illustratif, c'est celui de la création nette d'emplois. Si on parle de création nette d'emplois rémunérés entre le deuxième semestre de 2021 et le deuxième semestre de 2022, il y a eu la création de 300 000 emplois. La différence avec ce qui est déclaré par le HCP, c'est la destruction d'emplois non rémunérés. Donc, si on parle d'emplois rémunérés, il y a eu quand même création de 300 000 emplois sur une durée de 12 mois, ce qui n'est pas mal. Donc, il y a une reprise. Maintenant, il va falloir continuer à consolider, à aller de l'avant et ne laisser personne, je dirais, sur la marge et, comme je l'ai dit, faire contribuer le maximum de citoyennes et de citoyens. Alors, comment accélérer le modèle salarial? On a entendu Monsieur le ministre qui nous parlait de ce programme Aourage qui a été mis en place, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois. On est déjà donc à 60 000 emplois créés. Vous visez 250 000 d'ici fin de l'année 2023. On a entendu Monsieur le ministre parler de formation professionnelle. C'était effectivement capital à l'heure d'aujourd'hui. Comment on transforme l'inclusion économique en un levier de croissance? C'est un peu ce que je viens de dire. Le fait de mettre plus de personnes à contribution de la création de richesse, c'est ça ce qui va assurer la croissance économique. Sinon, aujourd'hui, on est à 11 millions de Marocains qui produisent. Et il va falloir aller vers 15 millions, vers 20 millions pour que, je dirais, le taux de croissance sera plus important. Et c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde au niveau des pays développés. Et si je vous donne le cas des pays nordiques, quand on parle du modèle suédois, le modèle suédois est basé justement sur je dirais, ce principe-là de mettre tout le monde à contribution et de trouver des solutions pour une inclusion économique pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Moi, j'ai vu des programmes et des institutions qui accompagnent, je dirais, même les personnes en situation de handicap. Et ils font le maximum pour les mobiliser et les mettre à contribution parce qu'il y a deux choses. Il y a la création de la richesse et puis il y a la question de dignité. Même si on a, je dirais, une assistance sociale et si on ne se sent pas utile et quelqu'un qui a de la valeur ajoutée pour la société, ce n'est pas bon pour la fierté personnelle. Les moyens sont très multiples. Je vais peut-être parler des 5 grands piliers pour l'inclusion économique. Il y a la question de création d'emplois. Aujourd'hui, on a fait du chemin. On a une charte d'investissement qui est déjà au niveau du Parlement et c'est une charte qui est assez révolutionnaire dans la mesure où elle se fixe comme objectif carrément de contribuer à la réduction de l'ensemble des disparités. Les disparités territoriales, dans la mesure où il va y avoir des primes spécifiques qui vont être de plus en plus importantes à chaque fois que le territoire a un environnement économique qui n'est pas assez développé. Donc, on va inciter, par exemple, ceux qui vont investir à Rachidia beaucoup plus que ceux qui vont investir à Casablanca et un peu moins que ceux qui vont, par exemple, investir au niveau de Fès. Il va y avoir 4 catégories de provinces avec des incitations qui sont différentes. Il va y avoir des primes spécifiques pour les entreprises qui vont faire un effort pour l'emploi de la femme, parce qu'on a un taux d'activité de la femme qui est assez bas, qui est très bas même, je dirais 20%, c'est très bas.
Et si on voudrait arriver à mobiliser le maximum, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir un effort assez important. Il y a des stratégies sectorielles qui sont en cours de construction et d'autres qui sont toujours, je dirais, en cours. Il y a le fonds Mohamed VI qui constituera un levier d'investissement assez important. Donc, je dirais par rapport à l'investissement, le Maroc s'est fixé comme objectif de capter le maximum d'investisseurs étrangers et de mobiliser le maximum d'investisseurs marocains. Et c'est quelque chose qui est, je dirais, porté et suivi au plus haut niveau de ce pays-là. Il y a bien sûr je dirais, la préparation des femmes et des hommes pour le marché de l'emploi et pour la vie active. Et la feuille de route, elle est assez claire. Il y a une loi cadre pour l'éducation à l'horizon 2030 et cette année, il y a eu des annonces assez intéressantes au niveau du système éducatif. Je citerai la généralisation d'ici 4-5 ans du préscolaire qui constitue quand même un pilier assez important. La formation professionnelle, il y a une feuille de route qui est claire, avec la mise à niveau du dispositif et la création des cités des métiers et des compétences. En termes de, je dirais, d'accompagnement, le programme gouvernemental prévoit un maillage territorial d'espace d'accompagnement qui est assez fin. Et on a déjà commencé ça dans le cadre de, je dirais, d'initiatives régionales et dans le cadre de programmes de coopération internationale. Au niveau de Marrakech-Safi, avec la création de 16 espaces supplémentaires. Au niveau de 3 autres régions, avec un appui de l'AFD, donc pour créer quelque chose comme une trentaine d'espaces et avec d'autres coopérations, même au niveau, je dirais, du monde rural et à travers aussi des agences mobiles. Il y a aussi, je dirais, des programmes incitatifs à l'emploi et à l'entrepreneuriat qui sont assez intéressants. Je citerai Força et d'autres pour aussi permettre à ceux qui voudraient investir d'aller le plus loin. Il y a un pilier sur lequel on est en train de travailler, le gouvernement est en train de travailler, c'est celui de l'économie sociale et solidaire. C'est très bien que l'industrie, le commerce, je dirais l'économie, je pourrais qualifier d'économie classique ou qui est assez connue, n'est pas suffisante pour créer suffisamment d'emplois. Il y a beaucoup de niches au niveau de ce qu'on appelle les services à la personne, à la famille et à la communauté. Et ça, les besoins se chiffrent à des centaines de milliers, voire des millions. Donc, les activités sportives, culturelles, le préscolaire, l'alphabétisation, l'assistance aux personnes âgées, et j'en passe. Ça, ce sont des niches. Et là, il y a une loi qui est en cours de préparation sur l'économie sociale et solidaire pour encourager la création de ce qu'on appelle les sociétés sociales. Ça va être, je dirais, un autre concept. Ça va être les sociétés ou les entreprises sociales. Donc, ce sont des entreprises qui ont un fonctionnement assez quand même spécial, dans la mesure où l'objectif numéro 1 est de faire travailler le maximum de personnes. Il y aura, je dirais, pas de bénéfices à partager entre les actionnaires, si on peut les appeler actionnaires, et un certain nombre, je dirais, d'avantages, je ne dirais pas plus, parce que la loi est toujours en cours je dirais, d'élaboration et les consultations sont en cours, mais c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, c'est quelque chose au niveau de l'Union européenne, par exemple, qui est porté, je dirais, aussi au plus haut niveau. Il y a le fonctionnement du marché du travail, qui est aussi un levier incitatif à la création de l'emploi. Et là, je fais allusion au code du travail, qui doit être assez incitatif pour le premier recrutement. Il faudrait qu'on aille vers un code du travail qui soit incitatif pour le premier recrutement et protecteur des droits des travailleurs qui travaillent déjà. Donc, le principe, lors de la conclusion de l'accord social signé entre le gouvernement, le patronat et les organisations syndicales, d'ouvrir ce chantier a été retenu avec même une date
qui a été fixé, et ça c'est important. Il y a, je dirais, le travail à temps partiel, surtout pour inciter la femme à travailler, qui va devenir une réalité, dans la mesure où ce qui bloquait avant, c'était le nombre de jours qui donnait droit à une pension de retraite. Et là, ce nombre de jours, moi-même, je suis administrateur de la CNSS, donc on a voté donc une résolution vendredi dernier pour passer le nombre minimum de jours qui ouvrent droit à la pension de 3240 à 1320. Et ça, c'est une grande avancée pour permettre à ceux qui voudraient travailler à temps partiel. Et on sait très bien que la femme, pour concilier entre la vie professionnelle et la vie familiale, a besoin de, je dirais, de ce type de souplesse. Et puis, surtout, il y a le levier de mise en œuvre qui est celui de la territorialisation. On sait très bien qu'on ne peut pas tout piloter à partir de Rabat. La région a des prérogatives assez importantes au niveau de l'emploi et au niveau de, je dirais, du développement économique, au niveau de l'attractivité des territoires vis-à-vis des investisseurs, et c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui en cours. Donc voilà globalement. Pour le programme Aourach, je préfère le traiter au niveau du troisième point. Alors justement, parlons de ce programme et parlons peut-être des prérequis, des conditions, des facteurs qui peuvent permettre justement de renforcer l'inclusion économique en période de crise. Je voudrais déjà peut-être rappeler la définition de l'inclusion économique, parce que l'inclusion économique signifie l'ensemble des programmes qui permettent d'améliorer le revenu des personnes. Et on a deux types de programmes. Il y a des programmes qui relèvent de ce qu'on appelle l'assistance financière et l'aide financière. C'est une catégorie, donc c'est de l'assistance, c'est le transfert d'argent. Et puis, il y a un deuxième pilier qui nous concerne directement en tant que ministère de l'inclusion économique et de l'accompagnement pour un emploi salarié ou bien pour une activité entrepreneuriale. Pour le premier paquet, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a un grand chantier de généralisation de la protection sociale qui permettra, d'ici 2025, je dirais, de mettre en place un certain nombre de filets sociaux. Donc, une assurance maladie obligatoire pour tous les Marocains et de la même façon, le même panier, que la personne soit fonctionnaire, qu'il ait un salaire, je dirais, d'1 million de dirhams par mois, ou qu'il soit quelqu'un sans revenu, ou qu'il soit un travailleur non salarié, ils vont avoir droit au même panier. Et ça, c'est une révolution. Au même panier, quelle que soit leur contribution. Ça, c'est fort. Donc, déjà, c'est en règle le problème d'assurance maladie obligatoire pour les 37-38 millions de Marocains. C'est excellent. Les allocations familiales, tous les enfants de moins de 18 ans ou moins de 21 ans qui poursuivent leur scolarité vont avoir droit à ces allocations familiales, parce que c'était une injustice de lier ça au statut du père. Parce que ça n'a pas de sens que cette allocation familiale soit restrictive uniquement aux enfants des fonctionnaires et de ceux qui travaillent au niveau de l'emploi salarié. Ça aussi, c'est important. Et puis, tout le monde aura droit à une indemnité de perte d'emploi, y compris les travailleurs indépendants. Ça risque d'être un petit peu difficile parce que ce chantier était au niveau de ce ministère et j'ai eu l'occasion de le porter. Et la même chose pour la retraite. Il y a aussi quelque chose qui est assez important, qui a déjà commencé à être mis en place, c'est le revenu de dignité pour les seniors qui ont plus de 65 ans. Donc, par rapport aux filets sociaux et au revenu minimum, c'est quelque chose de très important. Maintenant, pour la partie économique, moi, je dirais qu'il y a deux dispositifs ou deux facteurs. Le premier, c'est une économie qui est très diversifiée et qui ne dépend pas d'un secteur. Et ça, c'est le cas du Maroc, et on va continuer à diversifier notre économie pour qu'on ne soit pas tributaire, je dirais, d'aléas géostratégiques ou mondiaux par rapport à un seul secteur. Et ça, c'est important. Donc, on a une économie. Si notre économie est résiliente, c'est parce qu'il est assez diversifié. Quand un pont est en difficulté, il y a d'autres ponts qui le compensent. Ça paraît, par exemple, l'agriculture ou d'autres ponts n'ont pas bien marché. Ben, il y a les phosphates qui ont doublé de chiffre d'affaires et j'en passe.
Et puis, il y a des dispositifs d'appoint comme celui d'Aurash. Aurash est un véritable dispositif d'appoint à l'emploi. Et aujourd'hui, on est arrivé à, je dirais, un stade de plus en plus avancé en termes de maturité parce qu'il a permis trois choses. La première chose, c'est de répondre à des besoins réels en matière de services de proximité. Et ces services sont identifiés au niveau de chaque province par les élus, le conseil provincial. Donc, comme j'ai dit, les cours de soutien, les activités sportives, la plantation d'arbres, et ainsi de suite, l'entretien de conduite d'eau, et j'en passe. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, un revenu. 4 mois de travail, c'est mine de rien, c'est 11 000, 12 000 dirhams de revenus. Pour certaines régions, c'est assez important. Peut-être pour Casa, pour Rabat, ce n'est pas suffisant, mais je peux vous dire, on a eu l'occasion de sillonner le Maroc, pour un certain nombre de provinces, c'est un revenu assez important et c'est un revenu même, il peut être considéré le revenu annuel. Et la troisième chose, c'est un pilotage au niveau territorial. C'est la province qui pilote ce dispositif. Ce dispositif, comme partout dans le monde, en cas de crise, on sort ce genre de dispositif pour créer un certain nombre d'emplois à travers ce qu'on appelle la haute intensité de main-d'œuvre et qui permettra de réguler. Aujourd'hui, comme l'a dit Monsieur le ministre, on est aux alentours de 60 000 qui ont déjà bénéficié. Et en termes de programmation, d'ici, je dirais, fin novembre, début décembre, on aura bouclé l'objectif de la première année. Et il reste encore une deuxième année et j'espère que ce dispositif-là, après évaluation, s'il donne satisfaction, il peut même être pérennisé parce que moi je dirais, vaut mieux que les gens travaillent et une contrepartie et d'une perte de coûts, on réalise des services pour lesquels il y a un déficit et ils ont un revenu que de donner de l'assistance financière tout court, sans contrepartie et installer les gens, je dirais, dans des situations de rente ou de confort. Sauf ceux qui n'ont pas, je dirais, les conditions physiques ni la capacité de travailler. Et là, j'ai parlé des filets sociaux qui sont en cours de mise en place. Je ne sais pas, j'ai eu un problème de son. Vous m'avez posé une question. On n'a pas entendu Landry. On n'a pas entendu Landry. Ouais. Merci, Madame Asma. J'ai rien entendu. Si vous pouvez répéter, Monsieur Landry. Oui, excusez-moi, le micro est revenu. D'accord. Je vous disais beaucoup de questions. Merci beaucoup à Nourdine Benralil pour votre intervention. Je vais les laisser à la fin. C'est ce qui se fait classiquement pour ce webinaire. Peut-être une seule, parce que ça m'a interpellé également, ce fameux projet de Small Business for Jobs. Si on peut avoir l'idée principale, c'est quoi qui se cache derrière, la volonté derrière ce Small Business for Jobs? La volonté derrière ce Small Business for Jobs, c'est de créer un cadre, je dirais, propre à la TPE. C'est très bien que quand on parle de PME au Maroc, c'est déjà 96-97% des entreprises. Donc, pratiquement, on met toutes les entreprises dedans. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste très peu il y a très peu de grandes entreprises au Maroc. Je vous donne un exemple. Quand on parle de la réservation de 30% de la commande numérique à la PME, je peux vous dire que c'est déjà le cas et c'est même plus que ça. Maintenant, l'idée pour nous en tant que ministère qui est en charge de la TPE, parce que nous c'est la TPE, ce sont les entreprises qui font un chiffre d'affaires de moins de 10 millions de dirhams, c'est de mettre en place un cadre spécifique avec des incitations spécifiques, de l'accompagnement spécifique et un pilotage territorial et non pas au niveau de Rabat comme c'est le cas aujourd'hui de Maroc PME pour, je dirais, tous les programmes d'appui à la PME qui sont pilotés au niveau de Rabat. Nous, on va aller vers le territoire. Donc, globalement, c'est ça ce qui est en train de se préparer. Donc, de l'incitation, de l'accompagnement, je dirais, et de la proximité.
Merci beaucoup, Nourdine Benrali. Vous restez bien sûr avec nous. Secrétaire général du ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. On va parler dans quelques instants entrepreneuriat avec Youssef Gueraoui Filali. Peut-être d'abord, Madame Asma Ajami, bonsoir. Je ne vous ai pas salué. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous entendre dans quelques instants parler d'inclusion financière et lien entre inclusion financière et inclusion économique. Peut-être juste une réaction, quelque chose qui vous a interpellé dans les propos de Monsieur le ministre ou dans les propos de Nourdine Benrali, une idée qui vous a plu particulièrement, qui vous a marqué? D'abord, je pense qu'il s'agit de deux présentations extrêmement riches et brillantes et je les en félicite. Mon réaction à chaud, c'est qu'il s'agit d'un très beau programme. Et plus j'entends le détail du programme, plus je me rends compte du travail qu'il y a derrière et de la réflexion qu'il y a derrière et de la qualité de l'exécution qu'il y a derrière. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Je le dis à double titre. D'abord en tant qu'acteur financier, parce que c'est un sujet qui nous interpelle également sur la partie captation de la richesse et création de la richesse pour un Maroc plus inclusif. Et puis en tant que citoyen aussi, parce que cette question d'équité sociale et de répartition de la richesse, elle est fondamentale pour le Maroc et pour l'avenir du Maroc. Donc, je suis vraiment agréablement surprise. J'avais déjà des idées, mais là, j'ai encore plus de détails. Donc, c'est extrêmement rassurant et puis c'est prometteur. Bien évidemment, il y a des sujets d'exécution parce que les projets sont ambitieux. Ils vont nécessiter des moyens importants et des délais d'exécution qui sont pas négligeables. Mais voyant la rigueur et la méthodologie avec laquelle ils ont été adoptés, je suis assez confiante dans nos capacités collectives en tant que Maroc et établissement, puis bien sûr les pouvoirs publics à opérer ces changements qui sont très importants pour le Maroc. Effectivement, ce n'est pas un portefeuille ministériel facile, puisque c'est un ministère qui touche à tout. On voit bien que c'est complexe et que pour l'instant, c'est abordé avec finesse et il y a beaucoup à dire en termes de sujet. Merci beaucoup Asma Ajami. Vous restez avec nous bien sûr dans quelques instants. On va parler donc inclusion financière avec nous. On va parler désormais entrepreneuriat avec Monsieur Youssef Gueraoui Filali qui est également ce soir présent. Bonsoir et bienvenue. Tout à l'heure, je crois que le micro n'était pas activé pour vous quand je vous ai salué. Merci Youssef Gueraoui Filali de votre présence. Alors, on a un petit problème au niveau du son. Je crois qu'on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Peut-être qu'au niveau du casque, il n'y a pas de Bluetooth. On va réessayer. Ce sont les aléas du direct. On ne vous entend toujours pas, Youssef Gueraoui Filali. Vous êtes connecté en Bluetooth ou Asma Ajami, peut-être en entendant Youssef Gueraoui Filali. Youssef a pu activer. Oui. Bonsoir Landry. Ça y est, bonsoir. Je rappelle peut-être le président. Ça marche. Oui, on vous entend, parfait. Parfait, excellent. 5-5 comme on dit. Ok. Président du Centre marocain de la gouvernance et du management, Youssef Gueraoui Filali. On va parler entrepreneuriat avec vous, puisque l'entrepreneuriat, on l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de Younes Sekouri, le ministre de l'Inclusion économique, c'est un des piliers fondamentaux. Entrepreneuriat, jeunesse, puisqu'il est question également dans ce ministère de toucher au qualitatif de la formation des jeunes. On entendait le ministre parler notamment de l'apprentissage. Sur cette question de la jeunesse d'abord, M. Gueraoui Filali, quelle est votre observation? Comment, selon vous, réussir l'inclusion socio-économique des jeunes? Merci encore une fois Landry pour l'invitation. Je salue les participants. Merci aussi à la British Chamber d'avoir pensé à moi pour participer à cet événement. Alors, si tu permets un petit mot pour un petit peu planter le décor, ne serait-ce que de ma part, et un petit peu pour être dans le bain. Effectivement, le Maroc, il est sur la bonne voie. Il y a plusieurs actions qui sont menées, pas que la partie gouvernementale, mais par plusieurs acteurs, que ce soit la société civile, que ce soit la CGL, le secteur privé. Donc, je pense qu'on est sur une logique stakeholders, c'est-à-dire il y a plusieurs parties prenantes, et tous ensemble, main dans la main, on essaie un petit peu d'améliorer les choses et de sauver ce qu'on peut sauver. Comme vous le savez,
mieux que moi la situation ces dernières années, elle est en quelque sorte critique, inquiétante. Des crises qui se sont succédées depuis le Covid-19. On a vu aussi maintenant la hausse des prix, une inflation importée. Ce qui se passe à l'extérieur nous impacte. On est sur une géoéconomie, une géopolitique qui impacte directement et indirectement notre pays. Et c'est ce qui engendre et la destruction des emplois et la défaillance des entreprises, entre autres. Donc vraiment, la situation macroéconomique n'est pas en bonne santé, en bonne forme, comparaison aux années 2018-2019, je me rappelle très bien, où le Maroc il était sur des points de croissance qui étaient plus importants. Comme vous savez, cette année, à peine on fera 1%. D'autres problèmes apparaissent, le stress hydrique, la pénurie de l'eau, la sécheresse. Donc, vraiment, on a plusieurs challenges à relever pour les années à venir jusqu'à l'horizon 2030. Donc, la situation n'est pas vraiment très confortable. Il faut qu'on fasse attention. Trop d'optimisme, on risque de rater beaucoup de choses. Donc, je reste un homme de terrain, donc je communique au quotidien avec des entrepreneurs, avec des porteurs de projets, avec des jeunes qui sont en quête, qui cherchent du travail et qui sont au chômage depuis plusieurs mois. Et je pèse très bien mes mots, je parle de choses très concrètes. Donc, par rapport à ta question qui concerne la jeunesse, effectivement, donc, on s'attend à des mesures concrètes de la part du gouvernement et de la part de tous les acteurs pour améliorer la situation. Donc, Nordin le sait très bien, aujourd'hui, on est sur un taux de chômage de 12% au niveau national. Il y a plus de 200 000 demandeurs d'emploi par an. C'est des gens qui proviennent d'écoles supérieures publiques ou privées et qui sont demandeurs de postes d'emploi. Je suis de près le gouvernement, d'ailleurs, je le connais un peu, il me connaît aussi un petit peu personnellement. Je l'ai connu avant qu'il devienne ministre. Depuis qu'il a ce poste de responsabilité, donc on n'a jamais fait de one-to-one, lui et moi. D'ailleurs, je lui ai fait une petite proposition. J'espère qu'on aura l'occasion de Il est à l'écoute. Exactement. Donc, je pense que j'ai suivi un petit peu son intervention au début. Il est ouvert. D'ailleurs, il y a moi, il y a aussi le président de la Confédération des TPE qui souhaite aussi faire un one-to-one avec lui. J'avais échangé avec le président de la Confédération de la TPE pour tabler avec lui. Donc, on n'a pas encore eu l'occasion de le rencontrer, mais j'espère que ça se fera, ne serait-ce qu'à travers Nordin qui est présent là avec nous et que je suis ravi de le connaître parce qu'on ne s'est jamais rencontré dans un événement. Alors, merci, cher Landry. Toi, tu me connais très bien. Je te connais depuis plusieurs années. Oui, sur la jeunesse, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, il y a des projets qui sont en cours. On a entendu M. Nordin Benrali nous en parler. Vous, quelle est l'orientation justement qui est prise? Comment vous l'analysez et peut-être quels sont les remèdes à accélérer? Exactement. Donc déjà, il faut qu'on voit la partie pleine du verre. Donc, comme ça, je serai un intervenant qui est optimiste, qui voit d'abord ce qui a été fait, s'inscrire dans la logique de Mme Esma et de Nordin. Effectivement, il y a des actions, il y a des banques qui sont là pour financer l'économie, notamment le rôle qui est joué aussi à travers le groupement des banquiers, à travers des déclarations continues du Wali de Banque Marib, qui incite aussi les banques à aider les porteurs de projets, à régulariser les situations de rejet de dossier pour que les jeunes, les porteurs de projets puissent bénéficier du financement. Et il y a aussi des actions qui sont menées par ce présent gouvernement depuis son investiture, notamment à travers le lancement du programme Al-Forsa, à travers du programme Awrash qui est lancé. Mais j'attire l'attention sur un certain nombre de points, et c'est des remarques que nous véhiculons à travers le Centre marocain pour la gouvernance et le management, à travers des articles, des communiqués de presse, etc. Donc, on aimerait attirer l'attention sur un certain nombre de choses. Alors, le programme Força, personnellement, nous, on a été contactés par plusieurs jeunes porteurs de projets qui sont dans l'attentisme. Ils disent qu'ils avaient reçu un premier message, un premier mail, comme quoi ils sont retenus dans la liste, mais ils n'ont pas été contactés par la suite. Donc, et je viens de recevoir aujourd'hui au moins, je pense, 4 ou 5 appels dans ce sens, des gens qui attendent à se faire financer, à bénéficier de ce financement. Alors, la remarque que j'avais faite depuis le début, c'est qu'avec une enveloppe de 100 000 dirhams, ça reste très peu. On ne peut pas lancer de projet, ni pour une TPE, ni même pour un auto-entrepreneur. 100 000 dirhams reste vraiment, c'est pour de la micro-entreprise. Donc, on est sur un financement micro-entreprise. Et voilà, les porteurs de projets espèrent avoir un financement plus conséquent, notamment comme le programme Telaka qui a été lancé en 2020, dont on a contribué nous aussi. Mais malheureusement, il n'a pas touché une large gamme des TPE et des PME marocaines suite à la crise sanitaire, la rentrée au confinement, etc. Et moi-même, j'avais contacté
du directeur général de Tsemouilcom, qui était à la Caisse centrale de garantie, pour le relancer sur le projet parce que c'était un crédit d'investissement et on ne pouvait pas octroyer ces financements aux gens en pleine crise sanitaire. Et malheureusement, depuis la reprise en 2021, c'est pratiquement les moyennes et les grandes entreprises qui ont pu bénéficier de ce financement. Donc la TPE n'a pas pu bénéficier de ce financement et j'interpelle aussi Sinordine pour revoir la définition de la TPE. Parce que quand vous dites la TPE, c'est une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de moins de 10 millions de dirhams, je pense qu'on n'est pas véritablement sur la TPE marocaine. Moi, je connais le chiffre d'affaires et les bilans des TPE marocaines, c'est des petites entreprises qui réalisent 4-5 millions de dirhams par an. Donc, on ne peut pas qualifier la TPE uniquement pour les entreprises qui font 10 millions de dirhams, par exemple, du chiffre d'affaires. Il faut qu'on clarifie clairement la TPE, il faut qu'il y ait une charte spécifique à la TPE marocaine. On peut travailler sur le projet si vous voulez, et ne serait-ce que pour accompagner les TPE, les porteurs de projets. Première remarque. Deuxième remarque pour le programme Aourash. Donc, c'est un programme qui reste louable, mais qui touche à une population de gens qui sont lésés, il faut le dire en toute sincérité, notamment la dernière mesure gouvernementale qui concernait l'augmentation du SMIC et du SMIC. Vous le connaissez mieux que moi, c'est Nordine. Le salaire moyen au Maroc, il est aux alentours de 6 000 dirhams. Et donc là, on touche à la classe moyenne, la large classe moyenne, et c'est des gens, bien évidemment, qui sont en quelque sorte impactés en termes de pouvoir d'achat suite au renchérissement du coût de la vie. Donc ces gens-là attendent des mesures concrètes pour améliorer leurs revenus. Quand vous êtes dans le ministère qui concerne l'inclusion économique, suite à la définition que vous avez donnée, donc vous œuvrez pour l'amélioration de revenus des ménages, et donc la classe moyenne n'est pas concernée malheureusement par ces mesures qui ont été menées récemment par le gouvernement. Donc j'ai d'autres remarques, donc je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Je vais suivre avec vous le débat et au fur et à mesure, je peux vous donner des remarques ou carrément une remontée d'informations puisque je suis en contact direct avec des entrepreneurs, des porteurs de projets, des lauréats, des chercheurs d'emploi. Et j'attire l'attention sur un dernier point. Je pense qu'il faut qu'il y ait un rapprochement avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, c'est Riyad, c'est un ami que je connais très bien. Il œuvre jour et nuit pour la création de l'emploi. Il est sur des partenariats publics-privés, l'ouverture des usines. Et c'est ça ce qui touche véritablement la création de l'emploi au Maroc, notamment pour le recrutement des cadres, des ingénieurs, des responsables. Et je sais qu'il contribue massivement à tout cela. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un rapprochement entre votre ministère et le ministère du Commerce et de l'Industrie qui fait un travail très important en termes de création de postes d'emploi, spécifiquement pour les cadres, pour la classe moyenne et pas que pour la partie ouvrière. Et je sais qu'aujourd'hui, les projets en quelque sorte qui sont menés par votre ministère concernent la partie ouvrière, les gens qui sont en situation précaire, parce que je comprends ça, on est sur l'amélioration du revenu, mais il faut qu'on s'intéresse davantage à la classe moyenne, aux jeunes porteurs de projets, parce que c'est la large classe moyenne aujourd'hui qui est censée en quelque sorte financer l'économie et porter l'économie marocaine pour que le Maroc puisse véritablement devenir un pays émergent. Quand on voit les expériences réussites, notamment ce qui est fait en Inde, en Turquie, etc., donc c'est les moyennes et les petites entreprises qui ont pu porter l'économie. Et donc, si on veut vraiment transformer notre économie, devenir un pays émergent, moi j'avais modestement même écrit un ouvrage sur ça, où j'avais détaillé tout ça, que j'ai appelé l'émergence du Maroc, quand le Maroc se métamorphosa, et j'ai insisté sur le soutien de la classe moyenne et le développement des petites moyennes entreprises. Et je parle de la vraie petite moyenne entreprise qui a besoin de soutien pour vraiment s'inscrire sur des chaînes de valeur internationales, puisse faire de l'export au niveau de l'Afrique, puisse créer de l'emploi. Moi, je connais de petites entreprises vraiment qui sont sur un cercle vicieux et qui n'arrivent même pas à recruter 2 ou 3 personnes. Donc, comment on peut parler de petites entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de 10 millions de dirhams, sachant qu'elle a des difficultés en termes d'accès au financement, en termes de marché, en termes d'accès surtout à la commande, qu'elle soit publique ou privée, malgré toutes les mesures, parce que je suis de près ce qui se fait, même au niveau du gouvernement, en termes de décrets, en termes vraiment de circulaires, etc. Mais la réalité, l'esprit du changement n'est pas là sur le terrain. Et quand on voit, c'est-à-dire quand on pose la question aux citoyens marocains, l'impression qu'ils donnent, c'est qu'on est devant quelques mesures qui se font à droite et à gauche, mais il n'y a pas une politique gouvernementale intégrée pour conduire un changement socio-économique, un véritable changement socio-économique pour que le Maroc puisse véritablement devenir un pays émergent et pour, en quelque sorte, porter l'économie marocaine vers la voie de l'émergence à travers vraiment un accompagnement palpable, un accompagnement
technique, financier des très petites entreprises et aussi la population moyenne. Je te cède la parole, Landry, pour ne pas trop monopoliser la parole. Non, non, mais vous êtes dans les temps, hein, Youssef Garoui. Il nous reste 5 minutes. Alors, peut-être deuxième question qui était prévue, mais je vais l'enrichir. On parlait de la jeunesse. Sur l'écosystème entrepreneurial, quelles seraient les clés supplémentaires à activer selon vous? C'est vrai qu'on voit qu'il y a un projet notamment de Small Business for Jobs. Est-ce que vous auriez peut-être des propositions? Alors, certainement, la proposition que je peux donner, c'est d'abord par rapport à un mécanisme de financement, d'accord, plus conséquent, un mécanisme de financement qui va pouvoir financer une large partie des citoyennes et des citoyens, des gens qui sont en formation supérieure, des gens qui ont des diplômes et qui sont spécialisés dans la robotique, dans l'ingénierie, dans l'aéronautique. Moi, j'ai rencontré des jeunes dans le cadre de séminaires, de conférences qu'on organise au niveau du centre, et vraiment, c'est des idées incroyables. C'est des gens qui ont une très grande volonté, mais vu qu'ils n'ont pas de garantie, ils n'arrivent pas à accéder au financement. Bon, je comprends que les banques restent des banques qui ont, c'est des organisations à but lucratif, c'est tout à fait normal. Donc, il faut qu'on sécurise la ligne de crédit, on cherche des garanties supplémentaires, etc. Mais il faut que le Maroc s'inscrive dans une trajectoire de prise de risque. C'est important. Les startups qui ont pu émerger dans plusieurs pays comme l'Inde, la Turquie, c'est des startups qui ont pu avoir un capital risque, un financement qui va permettre bien évidemment pas seulement de prendre le risque, mais de se lancer. Donc nous avons véritablement besoin de financement qui va permettre aux entreprises marocaines d'émerger. Mais ce qui m'a étonné ici au Maroc, et c'est une remarque que j'ai faite à plusieurs hauts responsables de l'État, c'est que comment se fait-il quand je vois des banques qui demandent des garanties supplémentaires comme des noms, j'ai vu ça, j'ai vu des papiers, des nantissements sur fonds de commerce, j'ai vu des rejets où des fois on était sur de la subjectivité, sachant que le porteur de projet, il a défendu le projet, il a la fiche de projet, il a le fonds de commerce, il a le titre foncier, il a ramené, constitué, il a instruit un dossier complet. Le responsable d'agence refuse de lui donner le financement pour des raisons qui sont en quelque sorte subjectives. Et j'ai recommandé à ces gens d'adresser des doléances et de déposer plainte auprès de Banque al-Maghrib. J'ai vu des dossiers et que des fois, on cherche à avoir des garanties supplémentaires, sachant que, par exemple, le programme Intelaka, c'est un projet qui était garanti d'office par la Caisse centrale de garantie sous instruction de Sa Majesté. Ça, c'est juste un exemple. Je peux donner d'autres exemples. Et donc, voilà, c'est pour cela que j'ai parlé d'esprit de changement et de volonté de financer les porteurs de projets de la classe moyenne et le tissu entrepreneurial marocain, les très petites entreprises. Donc, il faut qu'il y ait des mécanismes de financement qui sont souples, clairs et qui vont permettre à ces gens d'avoir le financement des gens sérieux qui travaillent et qui réfléchissent et qui cherchent à se faire financer. Ça, c'est très important, Landry. Merci beaucoup, Youssef Garoui Filali, président du Centre marocain de la gouvernance et du management. Vous restez avec nous. Beaucoup de questions également qui sont dans le fil et qu'on va aborder. Monsieur Landry, est-ce qu'on attend la fin des présentations avant de réagir? C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été adressées directement par ces Filali et je dois répondre. Après l'intervention de Mme Hajjami. Oui, si vous souhaitez réagir maintenant, vous pouvez, mais sinon, Mme Asma. Oui, je peux réagir maintenant c'est à toi de me dire. Allons-y, prenons 5 minutes. C'est vrai qu'il y a plusieurs points qui ont été abordés sur notamment la TPE, sur l'inclusion financière, ou encore sur peut-être ce lien entre ministère du Commerce et ministère de l'Inclusion économique. Très bien. Je vais commencer par la grande question consistant à parler d'une politique, je dirais, globale et intégrée qui donne de la visibilité et qui permet d'insérer un maximum de personnes. Ça serait vous mentir que de vous dire qu'il y a un gouvernement au monde qui peut régler les questions de l'emploi en un temps très court. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont clairs. Il n'y a que 11 millions de Marocains qui ont un emploi. D'accord? Et 1,5 million qui sont en chômage. Et puis, il y a beaucoup, je dirais, de needs et de personnes qui sont découragées et qui ne sont même pas à la recherche d'emploi, ils ne sont même pas dans le processus. Trouver des solutions pour tout ce monde-là, je dirais, sur le très court terme,
ça relève de l'impossible. Donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de chantiers qui ont été ouverts, que j'ai énumérés, qui sûrement vont donner des résultats sur le moyen et le long terme. Et je donne un chiffre qui est assez important, c'est que quand même en une année, il y a eu la création de 300 000 emplois salariés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, tout simplement, on n'a pas parlé de la partie emploi dans le sens général du terme, de la petite entreprise et de l'entrepreneuriat, parce que le thème, il est quand même assez précis. Il s'agit de l'inclusion économique qu'on traite aujourd'hui, mais sinon, on a des partenariats avec tous les ministères qui s'occupent des secteurs productifs et de tous les ministères aussi qui s'occupent, je dirais, de la préparation des ressources humaines. Il y a beaucoup de programmes, on accompagne tous les secteurs émergents. C'est l'ANAPEC, un établissement sous tutelle, qui accompagne tous les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'offshoring au niveau de la satisfaction de leurs ressources humaines, au niveau du financement des formations complémentaires, y compris pour les ingénieurs. Je vous rappelle qu'on finance jusqu'à 65 000 dirhams des formations adaptation pour les ingénieurs au niveau des secteurs émergents, pour les techniciens et pour tout le monde. On n'est pas uniquement au niveau de, je dirais, des populations à bas niveau scolaire. Pour le financement, c'est une première qu'un gouvernement met en place un prêt d'honneur. Força est un mécanisme de financement d'appoint pour d'autres. Il y a trois cas de figure. Ou bien Força vient en complément avec un Telaka, pour les gens qui ont quand même, je dirais, un montant d'investissement assez important, et c'est l'idée, d'ailleurs c'est intitulé comme ça au niveau du programme gouvernemental. Pour ceux qui ont un projet d'investissement pour un montant qui est inférieur à 100 000 dirhams, c'est un prêt d'honneur. Et aussi, il y a la possibilité d'aller chercher d'autres financements au niveau d'autres mécanismes. On a mis en place les financements collaboratifs. Bon, il tarde à se mettre en place concrètement, mais le cadre est là. Et je tiens quand même à préciser que donner un prêt sans intérêt sur 10 ans, ça n'existe nulle part de la part du gouvernement. Pour les autres pays, c'est le secteur associatif qui s'occupe de ce genre de mécanisme. Et ça, vraiment, c'est une première. Aourach, c'est un programme qui vise effectivement les populations qui ont été très impactées. Effectivement, le SMIG, ça reste toujours insuffisant. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a de l'accompagnement. L'ANAPEC accompagne à l'insertion quelque chose comme 120 000 personnes par an. Ça va de l'ingénieur au master, au licencié, au technicien spécialisé, et je dirais tous les niveaux directement. Et puis en termes d'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a des programmes qui sont portés par l'ANAPEC et d'autres, comme je l'ai dit, dans le cadre de projets territoriaux. J'ai cité 4 régions avec la Banque mondiale et l'AFD, ça va être généralisé. Et je dirais, pour la définition de la TPE, effectivement, il y a une réflexion aujourd'hui d'imaginer un segment entre l'auto-entrepreneur et la TPE qui est celui de la micro-entreprise qui a un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 3 millions de dirhams. Donc, en termes, je dirais, de tuning, on peut discuter et on peut voir, mais on est convaincu et conscient que les entreprises qui font un chiffre d'affaires, je dirais, assez limité, les très petites entreprises ont besoin d'un accompagnement et de mécanismes adaptés en comparaison avec ceux qui ont quand même des tailles plus importantes. Voilà, je dirais, une première réaction. Oui, et ce dernier point, justement, Nourdine Melrali, très rapidement, en 15 secondes si c'est possible, mais juste, ça fera partie notamment de la réflexion par rapport au Small Business for Jobs. Ça fait partie des réflexions, Vous savez, cette question de seuil, c'est quelque chose qui ne satisfait jamais tout le monde.
Oui, bien sûr. Donc, les 10 millions, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 20, est-ce qu'il faut imaginer un autre segment? Déjà, si on met en place le segment de très petites entreprises, pour qu'il soit déconnecté et qu'il ait un cadre spécifique par rapport à la PME qui va jusqu'à 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires, c'est déjà un grand pas. Maintenant, on peut encore affiner et aller vers des segments beaucoup plus petits. Alors, beaucoup de questions. On va en parler dans quelques instants. On va parler également ce soir, je vous ai promis, d'inclusion financière. On en a déjà parlé effectivement avec M. Nourdine Benrali et avec M. Wissal Guerraoui Filali, mais la principale concernée justement, c'est Mme Asma Ajami, directeur général de Société Générale Maroc. Merci encore de votre participation. On va parler inclusion financière au Maroc. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui peut être encore amélioré? En quoi ça peut contribuer justement à la relance économique et à la protection sociale? D'abord, première question, Madame Asma Ajami, comment est perçu aujourd'hui le développement de l'inclusion financière au Maroc, selon vous? Merci Landry, merci pour ta question, mais avant tout, je ne me considère pas comme étant principalement concernée parce que c'est un vaste sujet hein, qui concerne énormément de parties prenantes et c'est un sujet qui est loin d'être simple. De prime abord, il est important de rappeler qu'il est communément connu et accepté et agréé par tout le monde qu'il existe une relation directe, intime et très forte entre l'inclusion financière et l'inclusion économique et sociale. Et que les deux ne peuvent pas être décorrélés, donc on ne peut pas travailler sur l'un sans l'autre, c'est vraiment une corrélation très forte et ça va de pair. Et l'un peut impulser l'autre, d'une manière ou d'une autre. Il faut rappeler également que l'inclusion financière fait partie et couvre quand même 8 axes majeurs sur les 17 axes des objectifs de développement durable, sur lesquels on connaît l'impact très fort pris par les nations et par le Maroc par rapport à ces axes de développement durable, tels qu'ils ont été définis, acceptés, agréés et sont en train d'être mis en œuvre par les différents États et les différentes géographies. Ça, c'est un point très important. Le Maroc a structuré une stratégie, ce qu'on appelle la SNIF, une stratégie nationale d'inclusion financière, drivée bien évidemment par le ministère des Finances et par la Banque centrale, avec l'appui d'un ensemble de stakeholders, comme l'a dit Youssef, qui sont les acteurs participant à cette stratégie nationale, et avec l'appui bien sûr de nos soutiens et de l'expertise internationale, notamment la Banque mondiale. Cette stratégie, elle est encadrée, elle est définie, elle a un cadre, elle a été structurée selon un certain nombre d'axes majeurs bien définis, avec des socles de mesures extrêmement précises et bien formalisées, une gouvernance, une mobilisation assez impressionnante d'un ensemble d'acteurs et un travail de sensibilisation, de formation qui est assez intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à l'une de ces réunions-là, donc c'est assez bien structuré, bien ceci étant, et si on voit un peu nos indicateurs en face de cette stratégie nationale et en face de l'ensemble des mesures qui ont été mises en œuvre, on voit que si on prend l'enquête Findex qui un peu donne les indicateurs de l'inclusion financière, ben, nos chiffres évoluent, 16 points depuis 2017, mais ils sont encore très faibles comparés à des pairs, notamment des pairs dans des géographies très proches. Et bien évidemment, très en décalage par rapport aux moyennes internationales. Et si je prends juste quelques exemples, on prend le nombre d'adultes dans le pays qui ont un compte, ben on a des moyennes qui sont assez faibles. La moyenne internationale est autour de 71%, la moyenne MENA est autour de 48%, pas MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, et Maroc est autour de 44%. Et si on rentre encore plus dans le détail, on va trouver encore plus de disparités quand on parle de genre, donc hommes-femmes, quand on parle de rural et d'urbain, et quand on parle des jeunes, comparé aux personnes un peu plus âgées. Donc voilà, la stratégie, elle est là. Je pense qu'elle est assez ambitieuse, elle est bien encadrée, mais on a intérêt à faire en sorte que les fruits, on commence à les voir et à les voir de manière concrète dans nos indicateurs. Je pense que l'inclusion financière et le modèle de développement l'a bien indiqué. Si on veut arriver à un taux de croissance de 6%, si on veut arriver aux attentes de Marocains et arriver à les satisfaire, on a bien évidemment un objectif qui est d'avoir un Maroc plus inclusif, une répartition des richesses plus équitable et une disparité moins forte. Et
Si Nordine tout à l'heure en a parlé, la question de la territorialité a tout son poids là-dessus, hein, parce qu'on connaît bien un peu l'impact des disparités territoriales et des efforts qui sont menés, de la sensibilité, de l'awareness qui est très fort, mais qu'on n'arrive pas encore à atteindre ces résultats parce que le gap est énorme. Et je ne parle pas des régions où il y a de l'agro-business qui est développé, je parle vraiment des territoires où il y a même beaucoup de précarité qu'il faut adresser. Le secteur bancaire et la microfinance jouent un rôle bien évidemment important là-dessus. Je rappelle que la crise Covid nous a appris ça, notamment à travers les aides d'Aman. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais il y a eu une mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des acteurs, que ce soit les banques, les établissements de paiement, les sociétés de microfinance, pour aller déployer sur demande du ministère de l'Intérieur un nombre extrêmement important des aides Covid qui ont été distribuées sur des guichets automatiques dans des agences bancaires, dans des agences de transfert d'argent et dans des bureaux de sociétés de microfinance à un ensemble de quasiment 5 millions de bénéficiaires pendant la crise et sur des périodes qui étaient assez courtes avec des itérations qui ont été répétitives. Donc une très forte mobilisation de l'État. Je pense que c'était un effort qui était nécessaire et il a été bien mené, bien orchestré, une mobilisation très forte qui a permis d'arriver à faire acheminer ces aides vers les populations bénéficiaires telles qu'elles avaient été identifiées. Et à ce titre-là, on a une prise de conscience collective et je pense que la loi de finances de cette année et même celle de l'année prochaine à travers la réforme sociale le montre bien à travers ces prises de conscience. Bien évidemment, ça va nécessiter des budgets énormes. Et ces budgets vont créer de la valeur. Ils vont créer de la valeur parce qu'ils vont apporter la prévoyance ou l'assurance maladie ou un revenu minimal pour les seniors tel qu'il sera défini et selon les capacités budgétaires de l'État, parce qu'il y a un sujet budgétaire qui devra être adressé et on ne pourra pas tout faire. Nous n'avons pas les moyens de tout faire, notamment dans les contextes actuels où on voit un peu l'impact de la compensation sur les budgets de l'État. L'inflation, comment elle peut impacter également les dépenses des ménages, mais aussi un certain nombre de coûts et d'intrants. Et tout ça, c'est à prendre en compte. Et donc finalement, ces budgets qui sont conséquents dans les budgets de l'État doivent être transformés de la manière la plus efficace possible. On va leverager également sur l'identité numérique qui est en train d'être déployée au Maroc. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de l'Inde. Oui, l'Inde a été un des pionniers en termes de régime social et d'aide, grâce notamment au déploiement de l'identité numérique qui a permis d'identifier l'ensemble des Indiens et de faire en sorte que les aides arrivent aux bonnes populations. Et derrière, c'est tout un écosystème de développement et de mécanismes financiers d'aide qui se sont accentués avec des outils aussi technologiques qui ont été mis en place pour accompagner tout ça. Donc le Maroc est en train de mettre ça en place. On souhaite que ça s'accélère parce que c'est important, même pour nous, acteurs financiers. La crise Covid, et je donne un exemple très simple, a été aussi un excellent accélérateur. Nous travaillons sur une solution de banque digitale, 100% digitale. Grâce à la crise Covid, on a pu avoir les accords pour la mettre en place. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir une banque 100% en ligne, 100% gratuite, d'ailleurs qui peut être un support à ces systèmes de réforme sociale et sur lesquels les aides peuvent être données. C'est un compte bancaire, une carte bancaire et une appli à 0 dirham. Et qui, bien sûr, va pouvoir adresser les jeunes, les moins jeunes, mais en tout cas, c'est vraiment l'accès à un compte bancaire gratuitement pour l'ensemble des usagers qui souhaitent l'utiliser ainsi. C'est notre engagement, c'est comme ça qu'on l'a écrit et on considère que c'est nécessaire de fonctionner comme ça parce que de plus en plus, les modèles financiers ne vont plus être les modèles financiers d'hier, basés sur des réseaux d'agences et sur des modèles un peu historiques. Ça va être plutôt des modèles data-driven, des modèles basés sur un pay as you go et sur le principe de la gratuité, parce que nous avons, et d'ailleurs on le voit, vous allez poser la question tout à l'heure sur les freins, un des freins, c'est le coût d'accès aux services financiers. Et plus on va travailler sur ces coûts, sur leur facilité, plus on va donner un meilleur accès aux citoyens à ces services financiers, notamment pour permettre ces aides sociales, pour permettre d'avoir aussi l'éducation financière, pour mettre aussi un usage du digital, parce que sur des outils comme ça, on peut avoir
des chatbots conversationnels, on peut avoir des outils d'acculturation et d'accompagnement. Nous avons un sujet d'alphabétisation, donc ça peut être aussi des outils qui nous permettent à travers les technologies nouvelles de conversationnel en Dalija, au lieu que ce soit uniquement l'écrit en quelque langue que ce soit. Donc aujourd'hui, ce sont des formidables opportunités qui se présentent à nous. Et comme l'a dit Youssef tout à l'heure, nous avons besoin que tout ça converge pour que ce ne soit pas des initiatives qui vont aller dans des sens différents, mais que la vision telle qu'elle a été définie soit déclinée dans le terrain en gardant cette vision-là et en synchronisant ce qui est nécessaire. Je m'arrête là parce que juste pour dire un peu comment c'est perçu, je pense qu'il y aura des points qui seront abordés juste après et je donnerai les détails par la suite. Alors, c'est intéressant parce que sur le digital, vous dites, grosso modo, que la période de pandémie de Covid-19 a été accélérateur d'innovation, effectivement, pour l'ensemble des secteurs, pour le monde bancaire. Donc, vous dites concrètement, dans le monde privé bancaire aujourd'hui, ça bouge de plus en plus vite. Est-ce que votre lecture, c'est ça bouge assez fort? Et est-ce que justement ce registre social unifié, qui on le sait est en chantier pour l'instant, et en période d'essai, si j'ai envie de dire, en tout cas au niveau de la région de Rabat, et ça va bouger de plus en plus vite, c'est peut-être l'outil qui va donner le là, entre guillemets, à cette accélération de l'inclusion financière dans des territoires notamment où il y a beaucoup de disparités? Clairement, hein, si on voit les disparités dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont dans l'enquête Findex, d'ailleurs même en comparant le Maroc par rapport à des pays africains, c'est plutôt des modèles de mobile payments qui ont été développés que des modèles bancaires. On voit bien que le digital, à travers le téléphone mobile, à travers l'appli, etc., a permis de vulgariser l'usage financier du téléphone mobile et a permis d'avoir un accès aux paiements digitaux beaucoup plus fort que ce qu'on a vu dans des environnements un peu plus matures. Donc, c'est clairement un accélérateur. D'ailleurs, le développement du paiement mobile est un des axes de la stratégie nationale d'inclusion financière, est un axe majeur. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais ils sont assez prometteurs. Aujourd'hui, on a plus de 6 millions de wallets qui ont été déployés par les différents acteurs, par les 23 établissements, entre banques et établissements de paiement agréés par la Banque centrale. Il y a plus de 2000 TPE qui acceptent des paiements mobiles à travers l'appli. Les transferts P2P sont de plus en plus importants. Il y a plus de 4000 guichets automatiques qui acceptent des retraits à travers l'application mobile sans avoir une carte bancaire. Donc aujourd'hui, la technologie le permet et l'usage est en train de se développer. Notre question fondamentale, c'est à quel moment on arrive à des niveaux de scalabilité suffisants pour pouvoir adresser l'ensemble des Marocains et pouvoir parler réellement d'une dématérialisation des paiements et d'une capacité à faire des transferts financiers en utilisant le digital. C'est celle-là la question, c'est-à-dire quel est le seuil à partir duquel on dit qu'on a atteint la taille critique et qu'on n'est plus dans un monde hybride entre le monde du cash, on a encore le cash qui circule et on a des outils digitaux qui ont été déployés et qui sont en train d'être généralisés. Sur le digital, faisons attention quand même parce que le Maroc a une pression digitale très très forte sur l'État parce qu'il travaille sur sa digitalisation avec tous les services e-gov et ça fait partie aussi des axes de la stratégie nationale d'inclusion financière à travers la dématérialisation des paiements entre l'usager et l'administration. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et donc, ça veut dire beaucoup d'investissements dans le digital. Les acteurs privés investissent énormément dans le digital. On a beaucoup d'acteurs qui se penchent là-dessus. Et on a une fuite des capacités digitales du pays. Donc là, on a une opportunité et un risque. Le risque, c'est cette rareté de la ressource qu'il va falloir recréer. Et une opportunité à travers tout ce que le digital permet. Et je pense que le digital peut présenter deux axes très intéressants. Le premier, il est économique, à travers le reskilling des compétences. Parce que nous avons des besoins, aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment satisfaits par l'offre locale. Et le deuxième aspect, c'est qu'au-delà de la partie économique, parce qu'ils participent à la création de richesses à travers le reskilling, la formation des compétences, ils jouent un rôle déterminant dans la capacité à faciliter l'accès aux services financiers, qu'ils soient des services bancaires ou des services d'assurance ou de micro-assurance ou des services de paiement, tels que le paiement mobile. Et quand on regarde le comportement du Marocain, d'ailleurs c'est ça ce qui est intéressant, le Marocain est très digital dans sa consommation privée. Tu vas trouver tous les Marocains qui ont WhatsApp, qui ont Facebook, qui ont Instagram, qui ont etc. Ils interagissent, ils vont utiliser l'audio, mais dès lors qu'on sort de l'usage purement privé, on va avoir un usage plutôt de services publics ou d'acteurs financiers, on va aller sur le cash.
Et ça, on le voit dans ces générations-là. D'ailleurs, même nos salariés, quand on les recrute, ils ont du mal à faire la corrélation entre l'usage privé et l'usage professionnel. Et nous devons travailler sur cette corrélation-là parce qu'on n'est pas dans un Maroc à 2 vitesses. On est dans un Maroc à 1 vitesse et on doit aller à la même vitesse pour pouvoir tirer profit de tout ce potentiel dont on dispose pour en faire un vrai levier de croissance et pas qu'un levier de divertissement. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça ne peut pas être qu'un levier de divertissement. Ça doit être aussi un levier d'éducation, d'inclusion, d'accompagnement et de capacité à intégrer toutes les parties prenantes de nos sociétés, quelle que soit leur géographie, quel que soit leur âge. L'accessibilité aux services, parce que là, il y a un effort didactique, il y a un effort de simplification de l'offre. Youssef l'a dit tout à l'heure, ça ne peut pas être du subjectif. Soit j'ai droit, soit j'ai pas droit, et les guidelines sont clairs. Quel est le cadre de référence qui est appliqué? Et je dis oui ou je dis non. Bien évidemment, ça suppose une clarté dans le discours, parce qu'on ne peut pas aller demander à un banquier classique qui propose des services financiers classiques en tant qu'entreprise de services privés, d'aller travailler sur des mécanismes spécialisés qui n'ont pas été mis en place, en tout cas pas suffisamment accompagnés pour pouvoir assurer cette D'ailleurs, je fais allusion au crowdfunding. J'espère de tout cœur que ça va très vite être mis en place et opéré, parce que j'ai eu l'occasion d'interagir avec des startups. Il y a des startups qui sont parties faire du crowdfunding ailleurs parce qu'ils n'avaient pas accès au crowdfunding au Maroc. C'est vrai qu'il y a des cas d'application, pas tous, mais beaucoup ont été adoptés et logiquement, démarrage, vraiment démarrage, premier trimestre prochain. C'est nécessaire. Les financements alternatifs, notamment pour ces structures-là, dans la tech, dans la fintech, dans certains secteurs, sont nécessaires. Et on ne peut pas continuer à travailler que sur des instruments classiques. Temwilcom, aujourd'hui, est devenue une banque et elle devra respecter des règles prudentielles. Donc, il faudra diversifier les sources de garantie et les modalités de financement pour véritablement avoir un dispositif complet qui s'adresse à tous les besoins tant qu'ils ont été identifiés pour pouvoir assurer à la fois cet accès aux services financiers d'abord, cette dématérialisation des paiements, la multiplicité des services, que ce soit de microfinance, de micro-assurance, de crédit, d'accès aux comptes, mais aussi des lignes de financement qui soient adaptées à ces besoins-là. Et en tant qu'acteur financier, plus l'assiette sera élargie, parce qu'aujourd'hui on a un sujet d'assiette, plus le risque statistique va baisser. D'ailleurs, quand on parle du secteur de l'informel ou des activités non déclarées, sachez que c'est de l'épargne qui échappe au secteur financier. Toute cette épargne-là qui échappe au secteur financier, il ne peut pas être transformée en financement. Les banques universelles, qu'est-ce qu'elles font? Elles collectent de l'épargne pour distribuer du crédit. Quand on a une bonne partie de l'épargne et des dépôts qui n'est pas collectée par le secteur, parce qu'elle est dans le secteur informel, parce qu'elle est dans le cash, parce qu'elle ne peut pas être captée, elle ne peut pas être transformée en crédit. Et donc, il y aura des sujets de liquidité, parce que sur la liquidité, on ne travaille que sur le formel, on ne travaille pas sur l'ensemble du périmètre. Donc, le sujet de l'assiette, il va jouer un rôle déterminant. Et puis, fondamentalement, plus on va inclure financièrement ces acteurs-là, plus l'impact fiscal sera positif. Donc, la caisse de l'État est impactée et les budgets seront encore plus conséquents pour notamment accélérer cette transformation dont on est en train de parler. Madame Asma Ajami, cette période de transition entre banque physique à banque digitale et pas uniquement banque, finalement écosystème, ça va prendre combien de temps selon vous? Encore au moins 5 ans. Et quel impact ça peut avoir, notamment sur le taux de bancarisation? Vous disiez tout à l'heure 44% au Maroc. On est un petit peu en dessous de la moyenne de la région Nord-Afrique et Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut dépasser, est-ce qu'on peut atteindre les 50% d'ici 5 ans? Moi, personnellement, je donnerai un avis personnel parce que je ne suis pas habilitée à parler au nom du secteur ni au nom de la Banque centrale. Je sais que la Banque centrale a des ambitions très fortes en la matière et elle ne ménage pas d'efforts pour accélérer ces transitions-là. Comme l'a dit Youssef, le gouverneur revient régulièrement sur ces sujets-là. Moi, je pense que sur des économies comme les nôtres, sur des géographies comme les nôtres, souvent les transitions ne sont pas tendancielles. Et il arrive des moments où il y a des ruptures qui vont s'opérer. Si je prends l'exemple d'un État européen, il a pu passer de 50% ou de 60% de bancarisation à 100% en faisant en sorte que toutes les aides ne soient données que sur un compte bancaire.
et je pense que vous le reconnaîtrez. C'est aussi des mutations aussi réglementaires qui vont s'opérer comme ça, qui vont obliger à faire en sorte que ça se passe comme ça. La réforme sociale est aussi un contrat entre le bénéficiaire et l'État, parce que d'une part, il bénéficie d'un régime de sécurité sociale, et de l'autre côté, il déclare son activité. Donc tout ça, ce sont des transformations positives qu'il va falloir accélérer, parce que sinon, si on reste sur la tendance actuelle, je pense qu'il n'y a rien qui détrône le cash. Le cash est indétrônable. Mais par contre, il faut mettre en place les mécanismes coercitifs et incitatifs, notamment des réformes fiscales et des incitations fiscales, pour encourager tout le monde et rentrer dans un cercle de confiance et pas dans un cercle de méfiance tel qu'il existe aujourd'hui. Merci Madame Asma Ajami. Alors beaucoup de questions. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes maximum pour ce webinaire. On a beaucoup de questions. Peut-être d'abord une réaction, Youssef Garé Filali, sur cette intervention d'inclusion financière. On voit que le chantier là aussi est non seulement important et complexe. Alors là, toujours un problème de son, Youssef Garé Filali. Cette fois-ci, c'est le micro qui n'est pas activé. Voilà, on va vous entendre maintenant, en principe. Non, toujours pas, on vous entend toujours pas. Nordine Benralil, peut-être, sur l'inclusion financière et le rôle des banques. Je crois que... En fait, finalement, pardon, excusez-moi. C'est vrai que Mme Asma Ajami parlait de ce rôle banque-État dans l'inclusion financière. Je crois que Mme Asma a été assez précise. L'inclusion financière, sûrement, passera par la diversification des canaux et le mobile. Le mobile est un moyen qui est assez efficace. Il n'y a qu'à voir le nombre de smartphones au Maroc. Tout le monde a un smartphone. Donc, à ce niveau-là, je crois que plus on développe cette voie, plus l'inclusion financière sera présente. Maintenant, pour peut-être répondre aussi à Youssef pour la question des crédits, partout dans le monde, les banques, moi j'ai eu à assister à des séminaires internationaux, même au niveau de l'Europe, partout dans le monde, les banques sont assez réticentes et assez frileuses quand il s'agit de financer je dirais, de jeunes entreprises et des entrepreneurs qui voudraient se lancer pour la première fois. C'est pour ça que diversifier, comme tout le monde l'a dit à juste titre, les sources de financement, le crowdfunding, le prêt d'honneur, les business angels et puis d'autres appuis. La banque a besoin d'être rassurée quand il y a d'autres financements. Moi, j'ai eu la possibilité, l'occasion d'être dans le programme de crédit jeune promoteur et Moukaweleti et d'autres. Et on avait institué un comité hebdomadaire où siégeait l'ensemble des banques avec la caisse centrale de garantie et tout le monde. Croyez-moi, la banque, pour elle, il s'agit de l'argent de contribuables. Aujourd'hui, les mécanismes qu'il y a sont des mécanismes qui sont très sécurisés. Une garantie à hauteur de 80%, mais malgré cela, sur les 20%, la banque reste quand même. Je suis d'accord avec vous, il va falloir que le département risque au niveau des banques change sa logique, apprécie autrement que la partie sûreté. Ils sont plus sur la partie sûreté que sur la partie, je dirais, qualité du projet. Il va falloir arriver à faire ça. C'est un point central. Youssef Garé Filali, sur le rôle de l'inclusion financière comme moteur justement d'inclusion économique et de croissance. Effectivement, donc pour rebondir à l'intervention de Mme Asma Ajami, que je salue pour cette excellente intervention très claire, effectivement, cette question d'inclusion financière, elle met en exergue plusieurs éléments, notamment la bancarisation du pays, la digitalisation des services, une banque au service de nos citoyennes et de nos citoyens, et pas seulement l'incitation au financement des crédits. Parce que quand on pense à inclusion financière, les gens en général, ils pensent à la partie financement. Ce n'est pas que ça,
c'est aussi l'incitation à l'épargne, c'est très important, qui va pouvoir d'améliorer même le niveau de vie des gens. Les gens qui font des épargnes peuvent faire des investissements personnels. L'amélioration de la culture, de l'assurance, ça c'est aussi très important. La couverture sociale. Je connais aussi qu'au niveau des banques, on a mis des produits de financement qui concernent des pensions viagères d'après-retraite. Si vous voulez, c'est des retraites spécifiques, comme la retraite qui a été mise en place auparavant au niveau du RCAR, le régime collectif de location de retraite. Il avait mis le record. Et donc, même au niveau des banques, ils ont mis des produits de pension. Et ça, c'est très important pour les travailleurs, que ce soit au niveau du secteur public ou du secteur privé. Et donc, c'est ça pour moi l'inclusion financière. Ce n'est pas que les crédits de financement, mais c'est l'incitation à l'épargne, l'amélioration des revenus, la souscription au niveau d'assurance, la souscription au niveau de retraite complémentaire pour assurer la vie des gens post-retraite. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que le Maroc, en termes de bancarisation, en termes d'efforts au niveau des banques, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je dirais même que le Maroc, il est en quelque sorte, il est pionnier au niveau de l'Afrique, vu ce qui se fait, vu l'implémentation de plusieurs agences et banques marocaines au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc le Maroc, en quelque sorte, il a commencé à exporter son expertise en termes de développement bancaire, en termes de bancarisation. Donc sur ce point-là, vraiment, je salue les banques du Maroc en termes d'efforts déployés. Par conséquent, pour la partie financement, j'interviendrai aussi sur l'intervention de Senordine qui concerne la partie rejet des dossiers. Et ça, c'est important parce que personnellement, j'ai vu des dossiers où les gens étaient très convaincants, c'est des méritants, des gens qui avaient des dossiers qui étaient capables de défendre le projet avec un business plan ficelé, détaillé, une étude financière et commerciale, population cible, nature du produit, nature du service à commercialiser avec des statistiques précises à l'appui. J'ai conseillé aux gens de se rapprocher du Haut Commissariat au plan, des centres régionaux d'investissement pour collecter des informations précises. On était vraiment sur une démarche qui était ficelée. Et malheureusement, donc, au niveau de certaines banques de la place, il y avait des rejets en cascade et on se focalisait beaucoup plus sur la partie garantie. Mais ce qui m'a personnellement étonné, ce qui a étonné tout le centre, c'est que on cherchait à avoir des garanties supplémentaires du moment où, même au niveau par exemple de Intelaka, qui n'était qu'un crédit de finance, qu'un crédit d'investissement avec un prêt d'honneur, parce que même dans Intelaka, il y avait le prêt d'honneur, le produit de financement, il était garanti d'office par l'État à hauteur de 90%. Donc, quand le projet il est garanti par l'État, je me demande pourquoi on s'inquiète autant sur l'encours. Parce qu'in fine, on pourra se faire rembourser. Donc, ça, c'est une réflexion, effectivement. Donc, il s'agit de changement d'état d'esprit. Il faut changer la manière de traiter les dossiers. Et il faut, je pense, qu'il y ait une politique de communication au niveau des banques pour inciter les directions de département prises de risque à aller de l'avant, à accompagner les jeunes porteurs de projets, donc un véritable accompagnement pour que ces gens-là puissent accéder au financement. C'est extrêmement important. Oui, Landry. Alors, il nous reste moins de 10 minutes. Je disais beaucoup Landry, si tu permets, je vais plus peut-être un petit peu réagir, parce que je pense que c'est un sujet qui nous touche particulièrement et qui nous interpelle, hein, parce que c'est vraiment un sujet qui fait l'objet de beaucoup de débats, donc ça mérite d'être clarifié. Comme l'a dit Si Youssef et Senordine, effectivement, l'inclusion financière, pour ne pas la limiter à la question du financement, est beaucoup plus large. C'est l'accès aux services financiers, c'est l'accès à un compte bancaire ou un compte mobile, c'est l'accès à des paiements dématérialisés, c'est la micro-assurance, notamment pour la prévoyance, notamment pour la gestion des accidents de la vie, c'est effectivement l'épargne et l'épargne retraite également. Et comme vous l'a dit Youssef, aujourd'hui, il y a des offres de plus en plus sophistiquées qui existent sur le marché. Nous, on est fiers aussi d'avoir lancé, il y a maintenant quelques années déjà, je pense qu'il y a plus de 10 ans, l'offre Seha, qui était la première offre complémentaire santé qu'on proposait à nos clients professionnels qui n'étaient pas salariés. Sur la partie épargne, on a été aussi la première banque à lancer un contrat d'unité de compte sur la partie épargne assurance en unité de compte. Donc, il y a énormément d'innovations qui se passent sur le marché et effectivement, le Maroc se positionne en challenger sur le continent, vu la maturité de son système et aussi la maturité des besoins de ses clients. Et ça, il faut le rappeler, parce qu'on n'est pas dans un marché où on a uniquement l'acteur financier qui fait le marché, il y a aussi les clients qui font le marché. Et on a de plus en plus des clients qui sont avertis, qui ont besoin d'être conseillés, qui ont besoin d'avoir une offre de services diversifiée, etc.
Ça, c'est un point qui est extrêmement important. On parle beaucoup des banques, mais je pense qu'il faut rappeler aussi qu'en période de crise, il y a eu une sollicitation extrêmement importante sur les daman oxygène et les daman relance et sur les moratoires de crédit qui ont mobilisé les équipes des banques de manière assez impressionnante avec des appels de trésorerie et de liquidité que heureusement la Banque centrale a toujours été là pour pouvoir couvrir, qui ont été sans précédent par rapport à l'histoire récente du secteur financier et qui ont mobilisé énormément d'énergie, de moyens, d'équipes. Et avec bien évidemment en face la garantie de l'État et de la CCG Tsemilcom qui a très bien opéré et qui continue à très bien opérer. Malheureusement, ça a coïncidé en même temps avec le lancement d'un Telara, comme l'a dit Youssef tout à l'heure. Et justement, ça mérite, à mon sens, pour pouvoir donner tout son sens à ces programmes-là, de reclarifier les choses. Parce que quand on parle d'accès au financement, il ne faut pas imaginer que l'accès au financement classique pourra être permis à tous les segments d'entreprise. La GE, la moyenne entreprise, la grande entreprise, la moyenne, la PE, la TPE et l'auto-entrepreneur sont des structures, par définition, qui auront besoin d'accompagnement différents et pas les mêmes. Donc, on ne peut pas traiter un dossier d'une grande entreprise, d'une PME, que d'une petite. Et ce n'est pas une question de sensibilisation des équipes risques. Les équipes risques, elles gèrent ce qu'on appelle un appétit au risque. Chaque établissement financier définit, dans le cadre de sa gouvernance et dans le cadre aussi des règles prudentielles qui le régissent, notamment par les régulateurs qui régulent l'acteur financier, il est régi par des règles prudentielles. Donc, on n'est pas là juste pour définir un appétit et je dis, OK, ça je donne, je ne donne pas. Il y a quand même des questions de couverture par les garanties. Même quand on a des garanties CCG, notamment sur un certain nombre de dossiers de crédit, il peut y avoir besoin d'un certain nombre de garanties supplémentaires, au-delà de la garantie de l'État. C'était le cas aussi pour les daman précédemment, qui étaient mis en place par la CCG. Donc, je pense que c'est important de mettre en place une transparence claire, une clarification et une simplification des mécanismes de financement et une adaptation des mécanismes en fonction des structures que nous sommes en train de financer. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, notamment pour les startups, mais il faut aller encore davantage parce que le financement d'une startup n'est pas le financement d'une TPE qui va travailler dans l'artisanat ou dans le commerce ou dans un service particulier. Les secteurs d'activité ne sont pas les mêmes, les mécanismes d'évaluation ne sont pas les mêmes et on ne peut pas dire j'ai juste fait un business plan et j'ai une garantie de l'État qui est là et je vais faire le crédit. Et je pense que c'est important pour l'efficacité collective que ces mécanismes-là soient clarifiés, que les mécanismes de mise en jeu des garanties soient les plus simples possibles pour permettre de manière industrielle et pas individuelle, comme l'a dit Youssef tout à l'heure, de déployer ces mécanismes de financement sans qu'il y ait de jugement subjectif, de quelque manière que ce soit, parce que les guidelines seront très clairs et seraient très clairs. Mais encore une fois, n'oublions pas que, bien évidemment, c'est un exercice collectif de toutes les parties prenantes, mais il faut définir des mécanismes simples, clairs et bien identifiés en fonction de la cible à financer. Alors, dernière question, parce que c'est vrai qu'on a demandé. Je vais vous demander peut-être, Youssef Guerrero et Filali, je vais vous demander chacun peut-être un mot de conclusion, mais peut-être une dernière thématique très rapidement, parce qu'on a un peu dépassé. Il y a beaucoup de questions. Je vais prendre une question de Nourdine qui nous pose la question suivante sur l'entrepreneuriat dans le monde rural, avec le fossé numérique et l'éloignement des centres de décision et de formation. Sa question est simple. Que faire? Peut-être, Nourdine Benralil, vous avez un petit peu schématisé les actions qui sont en train d'être mises en place par le ministère. Si vous deviez répondre à cette question en quelques points. Effectivement, l'entrepreneuriat rural est un sujet qui est spécifique, qu'on est en train de traiter, comme je l'ai dit, à travers l'ouverture d'espaces d'accompagnement dans les communes rurales et à travers des agences mobiles pour assurer les déplacements. Il y a aussi une offre de formation sur des métiers adaptés, je dirais, au monde rural, de très courte durée, les plantes aromatiques et médicinales et d'autres formations pour quand même permettre aux gens de maîtriser le métier au-delà de la maîtrise aussi de l'entreprise. Maintenant, les questions spécifiques du monde rural sont des questions effectivement liées
à la commercialisation, au circuit de distribution. Et là, le digital peut jouer un rôle assez important, couplé de l'organisation, je dirais, de la commercialisation dans les espaces de grande distribution ou d'autres espaces. Et c'est quelque chose sur laquelle on travaille avec le ministère de l'Agriculture et les autres ministères, le ministère du Tourisme, puisqu'il n'y a pas que l'agriculture dans le monde rural, il y a aussi le tourisme et les services. Donc, pour faire simple, l'accompagnement, on va le rapprocher de plus en plus à travers des espaces ruraux et des agences mobiles. Et la question de la commercialisation est une question qu'il va falloir traiter par le digital et par justement l'organisation de circuits de commercialisation. Youssef Gharoui Filali. Oui, merci encore une fois pour rebondir sur l'intervention de Mme Nesmeh. Mais effectivement, je n'ai pas eu l'occasion de parler des autres produits de financement que je connais par cœur. Le Daman Oxygène, le Daman Relance, le Daman TPE, même après la levée du confinement et pour toute l'année 2021, il y avait le Daman Express. Mais au fait, les gens avaient une nuance. Les gens ne faisaient pas la différence entre la facilité de trésorerie. Là, je suis tout à fait d'accord, on cherche des garanties parce que la banque, il ouvre le compte du client et c'est la banque qui finance les dépenses qui sont liées au cycle d'exploitation de l'entreprise ou du client. Ça, je comprends. Très bien. Mais quand on a un crédit d'investissement et qu'on dit qu'il n'y a que la garantie de la CCG, là, c'est clair. Quand on commence à demander d'autres garanties, ça n'a pas été fixé d'avance et les gens commencent à remettre en cause le projet de financement. Et donc, c'est très important de communiquer autour du produit de financement, surtout que moi, j'ai vu des banques qui ont mis des communiqués sur leur portail pour dire que pour bénéficier, par exemple, de TLAA, il faut juste constituer des dossiers de tel dossier et que le projet il est garanti d'office. Ça, c'est important. Et donc, il faut qu'on fasse attention à la communication qu'on fait aux clients. Une petite précision, c'est qu'il n'y a pas que les porteurs de projets. Moi, j'ai vu des TPE, des entreprises qui existent, qui ont un fonds de roulement, qui ont un compte bancaire qui est mouvementé et qui cherchent à développer le projet, faire une expansion d'usine, élargir le fonds de commerce. Moi, j'ai vu ça. Et donc, c'est des entreprises qui fonctionnent. Donc, une entreprise qui fonctionne et qui a quand même un business plan et qui a un CPC et des comptes sociaux qui sont déposés. Donc, on est sur des éléments palpables, on est sur des pièces comptables. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne va pas se baser sur ces éléments pour se prononcer sur un dossier. Et donc, je peux comprendre que pour un porteur de projet, il peut ramener une étude de rentabilité qui est très ambitieuse et qui n'est pas réalisable, ça je comprends, mais par conséquent, au lieu qu'on lui finance 100% du montant demandé, on peut lui financer 40 ou 50%, parce que je sais que la banque elle-même, elle fait le business plan et derrière, il y a une logique de contrôle et de calcul des éléments qui sont communiqués par le client. Et donc, ça, c'est important. Donc, il y a le projet qu'on peut financer, il y a le projet qu'on peut garantir et qu'on peut financer en partie. C'est juste une précision. Merci, Youssef Gharoui Filali, président du Centre marocain de gouvernance et du management. Peut-être Landry a effectivement un complément, parce que c'est une question quand même qui est centrale. Une question qui est centrale. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a encore un travail à faire pour rapprocher les points de vue. Et c'est un travail collectif où l'accompagnement en termes de formation et d'appui doit jouer son rôle pour un peu, je dirais, sécuriser et mettre en confiance les banquiers. Maintenant, les banquiers aussi, il y a, je dirais, un travail de transformation de la façon d'évaluer les projets. Parce que si on regarde, je vous dis, officiellement, il n'y a aucune garantie qui doit être demandée au niveau d'un TLAA en dehors de celle de la CCG. Ça, c'est clair. C'est un message du Wali de la Banque du Maroc. C'est même l'essence, je dirais, de la garantie de l'État. Ce qui doit être étudié, ce sont les sûretés. Par exemple, le fonds de commerce est une sûreté qui constitue une garantie. En cas de problème, la banque récupère le fonds de commerce. Et là, effectivement, il va falloir, au niveau du montage du projet, être assez prudent. Parce que, par exemple, un local qui appartient à la famille
et qui fait partie je dirais, des composants du projet devient une sûreté. En cas de problème, la banque a le droit de le récupérer. Maintenant, en dehors des sûretés qui sont les composants du projet, la banque n'a pas à demander une autre garantie que celle de la et c'est un sujet qui demande et qui a besoin aussi de clarification et de rapprochement des points de vue. Et tout le monde doit faire un effort pour que tout le monde soit rassuré et aller de l'avant. Jamais. Je pense que c'est important également. Voilà, ce qui est important également, c'est d'avoir en tête que ces jeunes de projet, ils ont aussi besoin d'avoir un accompagnement. C'est clair. La mise en visibilité, du mentorat, peut-être du mécénat de compétences pour pouvoir aussi faire en sorte qu'ils soient un peu guidés, parce que souvent ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Et il est vraiment important d'avoir, dans le cadre global duquel on est en train de parler, d'avoir cet accompagnement-là, cette mise en visibilité, bien évidemment avoir accès à des commandes de l'État, bien évidemment quand c'est possible, avec ces éléments qui avaient déjà été cités par Simone tout à l'heure. Et enfin, et c'est pas un moindre sujet, c'est un sujet qui est extrêmement important pour l'ensemble des parties prenantes, et notamment pour les banques, parce que on cherche à financer les bons projets. C'est une clarification des différentes lignes de financement. Je pense que pour vous, elles sont claires, pour nous également. Mais un effort de sensibilisation, de communication, de vulgarisation et de rappel aussi des règles ne peut être que bénéfique à l'ensemble des parties prenantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Asma Jami. Je rappelle que directeur général de Société Générale Maroc, Monsieur Nourdine Benralil, secrétaire général du ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Merci également à Younes Sekouri de nous avoir délivré un petit peu son bilan sur sa première année d'activité et ses perspectives pour les prochains mois, les prochaines années. Et merci également à Youssel Garoui Fidali, président du Centre marocain de la gouvernance et du management. On a compris ce soir que le dossier de l'inclusion économique et financière est un vaste chantier qui prend du temps. On voit que des actions sont menées, notamment sur la question de la formation, sur la question également de l'accès au financement, sur la question des compétences et de l'employabilité. Il y a beaucoup à dire. On a beaucoup dit, on a livré quelques pistes. C'était passionnant. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce webinaire de la Chambre britannique de commerce pour le Maroc et à très bientôt. À bientôt. Merci. Bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir.